Aujourd'hui, je vais vous parler des météorites. La plupart d'entre vous ont déjà vu des étoiles filantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante? C'est quand un petit caillou pénètre dans l'atmosphère de la Terre et il arrive avec des vitesses qui sont comparables à celles avec lesquelles la Terre tourne autour du Soleil, des vitesses qui se chiffrent en kilomètres par seconde. Et donc vous avez un objet millimétrique ou plurimillimétrique qui rentre dans l'atmosphère à une très très grande vitesse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprimer l'air à l'avant de cet objet, et cet air brutalement comprimé n'aura pas le temps de s'échapper, il va s'échauffer brutalement, et quand vous comprimez un gaz qui s'échauffe, il peut s'ioniser et il va devenir un plasma, et ce plasma est plus chaud que la surface du Soleil, il va couler autour de l'objet, et c'est ça en fait une étoile filante, c'est l'air chaud, brillant, qui est porté à environ 10 à 20 000 Kelvin, qui entoure un petit caillou qui vient de rentrer dans l'atmosphère. Et l'étoile filante s'éteint lorsque le caillou a été pratiquement totalement abrasé par le plasma. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un objet plus gros qui arrive? C'est ce que vous allez voir sur la vidéo qui suit. Et là, il s'agit d'un objet qui ne faisait pas quelques millimètres, mais qui faisait presque une vingtaine de mètres, qui est rentré aussi à toute vitesse dans l'atmosphère. Et vous allez voir qu'il s'agit de ce qu'on appelle un bolide ou une boule de feu, quelque chose d'absolument gigantesque. Cet événement s'est passé en Russie il y a quelques années. Il se trouve que la plupart des Russes, dans leur voiture, ils ont une caméra et que cette caméra a permis de filmer l'événement. Donc ce que vous allez voir, c'est un montage de cet événement, 3 vidéos qui se succèdent. Il est dans sa voiture et vous voyez cet objet absolument gigantesque qui apparaît dans le ciel. Donc l'air est complètement comprimé. La caméra devient totalement surexposée, donc elle va essayer de rattraper. C'est pour ça que vous avez cette vidéo qui devient totalement sombre. Deuxième montage, donc vous voyez de nouveau cet événement absolument fantastique qui est extrêmement impressionnant. Il y a plus de lumière en fait qu'un deuxième soleil dans la journée. Et enfin une troisième vidéo. Et ce que vous allez voir sur cette vidéo, et je l'ai arrêté à cet endroit-là, ce que vous allez voir, c'est que l'objet lui-même, il va voir le gaz, bien que ce soit un fluide, il va le voir comme un solide, exactement comme vous, quand vous faites un plat dans une piscine, bien qu'il s'agisse d'un fluide, en fait, à ces vitesses-là, l'air se comporte comme un solide, et donc la météorite va se fragmenter de manière brutale et libérer beaucoup d'énergie, et c'est ce que vous voyez sur cette vidéo. Et cette fragmentation libère beaucoup d'énergie. Cette énergie, c'est un souffle qui va arriver sur Terre une minute et demie après le passage du bolide, et il va, dans ce cas-là, à Tcheliabinsk, qui est la moitié de la vitre qui ont été soufflées par l'arrivée de cette onde de choc. Et au sol, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé tout un tas de cailloux. En fait, le plus gros est tombé dans un lac qui faisait à peu près 500 kg. Et puis des dizaines de cailloux à peu près de cette taille-là. Et puis beaucoup de cailloux absolument minuscules qui sont le résultat de cette fragmentation catastrophique. Et en fait, on estime que la masse de l'objet incident, c'était environ 10 000 tonnes. Et au sol, on a retrouvé à peu près 1 millier de tonnes. Tout le reste s'est évaporé dans l'atmosphère sous l'effet du plasma. Et bien sûr, ça va se recondenser et ça va tomber au sol finalement, mais sous forme de fines poussières qui ne sont pas figurées, qui vont se répandre à la surface de la Terre. À quoi ressemble une météorite? Vous en voyez une là qui a été trouvée à Tcheliabinsk. Vous avez ici 2 images de météorites. D'abord, il faut dire qu'une météorite, c'est le caillou qu'on retrouve au sol. Donc c'est un fragment d'un corps extraterrestre qui a traversé l'atmosphère de manière totalement violente et qui a donc subi cet échauffement brutal en surface. Et comme cette traversée de l'atmosphère ne dure quelques secondes, à l'intérieur du caillou, il n'y a pas d'échauffement. Mais sa surface, en revanche, a été échauffée exactement comme la croûte d'un pain, c'est-à-dire que c'est le même matériau, mais qui a été chauffé brutalement, et qu'on voit là, qui forme une fine pellicule noire à la surface du caillou, qu'on appelle la croûte de fusion. Et suivant que le caillou s'est cassé plus ou moins bas, sa surface va être plus ou moins lissée, et puis les arêtes vont être plus ou moins émoussées. Donc vous avez en haut un caillou qui s'est cassé relativement haut dans l'atmosphère, et en bas un caillou qui s'est cassé plus tardivement, mais les deux ont ces mêmes caractéristiques, des faces planes, des angles marqués. Et puis aussi, on voit que si la surface est noire, l'intérieur est plus clair. Et que voit-on sur ces 2 cailloux? On voit des petites taches marron à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ces taches marron? Ces 2 cailloux, il se trouve qu'ils contiennent des grains de métal. Et ce métal a légèrement rouillé, et ça, c'est totalement caractéristique. Une pierre qui est sombre, avec une fine pellicule comme une peinture noire à l'extérieur, un intérieur plus clair, avec des taches marron qui correspondent à du métal. Il n'y a que dans les météorites qu'il y ait du métal, et donc cet aspect est totalement caractéristique.
à la fin du XVIIIe siècle, on a compris quelle était l'origine des météorites. En analysant un certain nombre de pierres qui étaient réputées tomber du ciel, il se trouve que toutes ces roches contenaient du fer métallique. Et non seulement il y avait du fer sous forme métallique, mais à ce fer était associé du nickel, qui était un élément chimique qui avait été découvert relativement récemment. Et c'est cette parenté entre toutes ces pierres qui a permis de comprendre que c'était des pierres qui effectivement avaient une origine commune et qui tombaient bien du ciel. Vous savez que dans les roches de la Terre, s'il y a du fer, en fait ce fer n'est pas exprimé. On n'a pas l'habitude de voir des grains de métal dans les roches que l'on trouve à la surface de la Terre. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle un âge du fer. C'est le moment où on était capable de faire les premières sidérurgies. Et cet âge est relativement récent en fait. Ça correspond à peu près à 1500 ans avant notre ère dans nos contrées. Qu'est-ce que c'est que la sidérurgie? On met une source de carbone, généralement du charbon, avec un oxyde de fer. Et comme le carbone a plus d'affinité pour l'oxygène, il va se dégager sous forme de CO2 et il va restituer le fer auquel l'oxygène aura été arraché sous forme de fer, sous forme de fonte, qu'on va pouvoir travailler. Et avant notre ère, on trouve des objets qui sont faits effectivement en fer métallique. Par exemple, ces armes qu'on a trouvées en Chine qui datent de l'époque du bronze, la lame est toute rouillée, mais elle est en fer d'origine météoritique. Ou bien ces dagues qu'on a trouvées dans la tombe de Toutankhamon, et il y en a une qui est entièrement en or, avec un fourreau en or. La deuxième, la lame, est en fer d'origine météoritique. Pourquoi? Parce que quand vous avez une météorite qui est entièrement en fer, c'est finalement assez facile de travailler ce fer en le chauffant et en le martelant, mais à l'époque, on ne savait pas encore extraire le fer. Alors pourquoi y a-t-il du fer dans les météorites et qu'est-ce qu'elles nous apprennent? En fait, ce sont des objets qui sont quasiment hérités de cette époque, il y a 4,567 milliards d'années, au moment où le Soleil était en train de se former et où des objets étaient en gravitation dans le disque qu'on appelle le disque protoplanétaire, qui deviendra plus tard le plan de l'écliptique. Alors qu'est-ce qui se passait dans ce disque? Les objets sont rentrés en collision les uns avec les autres, ils ont fini par grossir, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion. Mais ces objets aussi avaient emmagasiné des noyaux nouvellement formés par des étoiles disparues avant la formation du Soleil, et parmi ces noyaux, des noyaux radioactifs qui vont se désintégrer à l'intérieur du corps et le chauffer à l'intérieur. Et parmi eux, surtout, des noyaux radioactifs de période très courte qui vont faire un peu l'effet d'un feu de joie, qui vont chauffer brutalement le corps à l'intérieur. Et ce corps donc s'échauffe à l'intérieur, et s'échauffant, s'il est suffisamment gros, il va avoir tendance à fondre. Et si vous avez des particules métalliques et des particules silicatées qui fondent ensemble, vous avez deux liquides de densité différentes qui vont avoir tendance à se séparer. C'est-à-dire que le liquide métallique va couler au centre de la planète, tandis que les liquides basaltiques les plus légers vont avoir tendance à s'épancher en surface. C'est un processus qui sur la Terre n'est pas terminé, qui se continue. Bien sûr, il n'y a plus les noyaux radioactifs de période courte, puisque la Terre a plus de 4 milliards d'années. Mais les noyaux radioactifs de période longue, comme l'uranium par exemple, ont pris le relais et continuent à chauffer la Terre à l'intérieur, un petit peu comme si on avait des braises. Et donc ce phénomène est toujours actif, et bien sûr, il se manifeste à la surface de la Terre avec le volcanisme qui est encore actif. Et c'est comme ça que la Terre a acquis cette structure en plusieurs couches, avec un noyau métallique central, une croûte basaltique essentiellement en surface, et puis un manteau donc intermédiaire résiduel constitué de silicates. La Terre n'est pas la seule planète à avoir eu cette évolution interne. En fait, la plupart des corps qui se sont formés en même temps qu'elle ont eu une évolution similaire, en particulier la plupart des planètes, et donc ils ont cette même structure. Et lorsque ces petits corps sont cassés à la suite de collisions dans le disque protoplanétaire, on va pouvoir récolter des météorites qui viennent des différentes profondeurs de ces corps, c'est-à-dire par exemple des météorites de fer qui sont le résultat de la fragmentation d'un corps massif qui avait une différenciation, des basaltes qui viennent de la surface d'autres astéroïdes, et puis des roches qui viennent des zones intermédiaires dans lesquelles on a un mélange du manteau de ces corps détruits préservés à l'intérieur d'une matrice métallique. Ces météorites, qu'on appelle les météorites différenciées, vont nous renseigner sur l'évolution interne des planètes. Mais à côté de ça, on a des météorites qui proviennent de corps qui se sont accrétés plus tardivement et qui donc ont emmagasiné moins de noyaux radioactifs de période courte et qui n'ont que modérément chauffé, voire très peu chauffé à l'issue de leur formation et qui n'ont donc pas fondu.
Et ces corps, qui proviennent d'objets qui n'ont pas fondu après leur formation, qu'on appelle les chondrites, vont être une source incroyable d'informations sur les événements qui se passaient dans le disque protoplanétaire. Alors à quoi ça ressemble une chondrite? Voilà une petite tranche d'un de ces objets, donc qui est ici une chondrite carbonée, et vous voyez que c'est une espèce de sédiment, de petits bouts de cailloux qui sont collés les uns avec les autres. Parmi ces objets, on trouve ce qu'on appelle des inclusions réfractaires, qui sont les espèces de mie-pain blanches là, que l'on voit un petit peu partout. On voit ces objets sphériques caractéristiques qu'on appelle les chondres et qui ont donné leur nom à ces objets qu'on appelle les chondrites. Et puis il y a une espèce de matériau fin interstitiel qu'on appelle la matrice. Voilà ici une lame mince d'une chondrite ordinaire et vous voyez, elle est vue en transparence, un peu comme un vitrail, et en plus la lumière est polarisée et analysée, ce qui donne des teintes caractéristiques aux minéraux, ce qui permet de faire des observations microscopiques. Et vous voyez que ces petites sphères, certaines cassées, qui sont collées les unes avec les autres. Ou bien ici, on a une vue de près d'une autre chondrite. Vous voyez que c'est un sédiment de ces petits objets qui sont collés les uns avec les autres. Ici, vous avez plusieurs lames de chondrites qui sont différentes, avec en haut la roche vue en lumière transmise au microscope et en bas la même roche, mais vue cette fois-ci en lumière réfléchie, ce qui permet de voir en blanc et éventuellement en rosé les minéraux opaques qui sont le métal et les sulfures. Pourquoi j'ai juxtaposé ces lames? C'est pour vous montrer que les abondances de chondres sont extrêmement différentes. Par exemple, si vous regardez entre la H3 ou la LL3, vous avez beaucoup d'objets, beaucoup de ces petites sphères. Et puis si vous regardez la CM2 qui est à côté, vous avez beaucoup de matériaux opaques qui est la matrice. Donc vous voyez que les chondres, les abondances sont très différentes. Et puis vous voyez aussi les tailles des chondres sont très différentes. Globalement, par exemple, si vous regardez la CV3, il y a un gros chondre de taille millimétrique. Et dans la CM, les chondres sont à peu près le tiers ou le quart de cette taille-là. Toutes les chondrites ont chacune un aspect caractéristique, donc ça indique que les chondres ont été formés à des endroits différents, probablement triés en taille, probablement avec des assemblages qu'on ne maîtrise pas, mais on sait que chaque type de chondrite correspond à une population d'objets internes qui sont différents. Voilà une lame mince ici d'un chondre. Qu'est-ce que c'est qu'un chondre? Depuis qu'on a vu la première lame de chondrite au microscope, on sait qu'il s'agit de liquides en état de microgravité qui se sont mis en boule. C'est une expérience que vous avez vu le capitaine Haddock faire avant même qu'on soit passé sur la Lune. Mais là maintenant, les astronautes dans la station internationale peuvent, au lieu de boire leur eau, s'amuser avec. Là, vous avez un astronaute qui joue avec une bille de liquide dans laquelle il met d'abord des encres de couleurs différentes. Voilà, donc la bille va devenir verte tout d'un coup. Et maintenant, il s'amuse même à mettre des comprimés d'aspirine effervescents à l'intérieur. Alors, il n'y avait sûrement pas de comprimés d'aspirine effervescents dans le disque protoplanétaire. En revanche, vous avez vu qu'il y a des petites billes qui sont émises, qui sont du liquide qui est chassé par le gaz. Et on sait qu'autour de certains chondres, on a des microchondres comme ça. Et ça suggère qu'il y a eu un décasage assez brutal comme ça, que ce sont des petites particules qui sont émises par les autres chondres que l'on retrouve autour d'eux. Alors, on est vraiment loin de comprendre comment se sont formés les chondres. Ici, vous avez une image qui a été faite par un astronome à l'issue d'un congrès sur l'origine des chondres, il y a bientôt une trentaine d'années. Pourquoi je vous montre cette image? Déjà, ça montre qu'il se passait énormément de choses dans le disque protoplanétaire. Il y en a un qui pense que c'est le Soleil qui chauffe, il y en a d'autres qui pensent que c'est des collisions entre planètes, l'autre pense que ce sont des éclairs à l'intérieur du disque. Donc, il ne devait pas faire très bon dans le disque protoplanétaire. Mais ça montre aussi qu'on a beaucoup d'imagination, mais qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passait réellement, et en particulier comment se sont formés les chondres. On ne sait même pas si c'est la formation de ces chondres qui a vraiment déclenché une des étapes de la création des planètes, en tout cas pour passer de la taille millimétrique des objets à une taille centimétrique ou pluricentimétrique, ou si au contraire, la formation des chondres, c'est le résultat de collisions entre planètes nouvellement formées. On ne sait pas comment se sont formés les chondres, ça reste un des mystères de notre discipline, mais bien sûr, en essayant de les étudier et d'étudier leur formation, on essaye de comprendre quelles ont été les étapes primaires de la formation du système solaire. La classification des météorites, il y a deux grandes catégories essentielles d'objets. Il y a les météorites primitives ou chondrites et les météorites issues d'objets qui ont fondu ou météorites différenciées. La plupart des chutes observées, c'est ce qu'on appelle les chondrites ordinaires, pratiquement 80% des chutes que l'on voit constamment.
Il y en a près de 5% qui sont ce qu'on appelle les chondrites carbonées qui feront l'objet d'une autre vidéo. Et puis il y a 1%, 1,5% d'objets qu'on appelle les chondrites à enstatite, qui sont des objets ultra réduits et particulièrement intéressants parce que d'un point de vue chimique et surtout isotopique, ils ont une parenté très grande avec la Terre. Donc on pense que ces objets ont été formés à partir du même matériau. En synthèse, voilà la vision telle que les astronomes peuvent l'avoir de la formation du disque protoplanétaire et de la formation des planètes. Et en fait, dans les météorites, à chaque étape, on a des objets qui nous renseignent sur cette formation. Le problème, c'est qu'on a une histoire qui a duré plus de 4 milliards d'années et qu'on essaye de reconstituer beaucoup de phénomènes empilés les uns sur les autres. Donc notre travail, c'est de déconvoluer tous ces différents éléments.